En 1955, sur les lignes de montage et dans les dépôts parisiens, un choc silencieux frappa les mécaniciens. Le bloc moteur massif, cette architecture de fonte presque indestructible qui avait fait la réputation de l'usine de Saint-Ouen, perdit soudainement son identité. Le logo Saumua fut arraché, remplacé par l'insigne d'un nouveau consortium, Saviem. Pourtant, la puissance Saumua était partout. Ses moteurs, des monstres de couple tournant à bas régime, Tirrena, les mythiques autobus TN à plateforme ouverte de Paris, les camions de fret lourds et les véhicules d'incendie de la nation. C'était le cœur palpitant d'une France industrielle. Pour les ouvriers de la fonderie et les transporteurs, cette fin semblait impossible. Le paradoxe était cruel. Le moteur Saumua n'a pas échoué mécaniquement. Il a disparu parce qu'il était devenu trop lourd, trop coûteux et trop singulier pour une économie d'après-guerre qui exigeait des plateformes partagées. Mais la véritable histoire de Saumua n'est pas seulement l'histoire d'un insigne effacé sur une calandre. C'est l'histoire d'une France qui a dû choisir entre la noblesse de ses monstres mécaniques indépendants et la survie de son industrie. Chaque semaine, nous racontons les histoires des moteurs français et des usines qui ont appris au pays comment pouvait sonner la puissance brute et ce qui s'est passé lorsque le marché a avancé. Abonnez-vous si cette mémoire mécanique compte pour vous. L'histoire ne commence pas avec la nostalgie, mais dans un lieu précis, à Saint-Ouen en 1914. L'histoire ne commence pas avec la nostalgie, mais avec un lieu précis et une urgence, à Saint-Ouen, dans la banlieue nord de Paris, en 1914. La France bascule dans la guerre. Le front a désespérément besoin d'armes, de munitions, mais surtout, il a besoin d'une force mécanique capable de les déplacer dans la boue et les cratères. Le groupe Schneider, un empire de la métallurgie française basé au Creusot, prend le contrôle de plusieurs ateliers mécaniques pour fonder une nouvelle entité, la Société d'outillage mécanique et d'usinage d'artillerie. Saumua était née. Dès le premier jour, cette entreprise n'est pas conçue pour fabriquer des automobiles de plaisance ou de petits véhicules légers. Elle est forgée dans l'acier pour répondre à une nécessité nationale. Concevoir des machines capables de tracter l'intractable. Avant l'apparition des immenses forges de Saint-Ouen, la France connaissait un vide mécanique face aux charges lourdes. Les moteurs de l'époque étaient souvent délicats. Les voitures de luxe parisiennes utilisaient des mécaniques sophistiquées, conçues pour le confort ou la vitesse sur de routes pavées. Mais pour le transport lourd, la nation comptait encore massivement sur la traction animale ou sur la machine à vapeur, lente, encombrante, détruisant les routes et nécessitant un approvisionnement constant en eau et en charbon. Il manquait cruellement un moteur thermique, un moteur qui produit du mouvement en brûlant du carburant, capable de supporter des charges colossales, jour après jour, sans céder sous la pression thermique et mécanique. C'est dans les halles enfumées de Saint-Ouen que la solution prend forme. Saumua ne construit pas de simples moteurs, elle coule des forteresses de fonte. Les ingénieurs de la marque comprennent très tôt que pour déplacer des tonnes de métal, la puissance pure, une mesure de la rapidité avec laquelle un moteur peut accomplir un travail, compte bien moins que le couple, la force de rotation d'un moteur, souvent ressentie comme sa capacité à tirer, à arracher une charge de l'inertie et à gravir une pente sans s'essouffler. Et pour obtenir ce couple dans les années 1910 et 1920, il n'y a pas de solution magique. Il faut de la masse, une course de pistons très longue et une immense cylindrée, le volume total déplacé par les pistons à l'intérieur des cylindres. Lorsque l'armistice est signé en 1918, le bruit des canons s'arrête et l'usine de Saint-Ouen fait face à une crise existentielle immédiate. Les commandes militaires massives s'effondrent du jour au lendemain. Mais la France dévastée doit être reconstruite. Les gravats doivent être déblayés, les matériaux de construction doivent traverser le pays et les villes en pleine expansion réclament de nouveaux moyens logistiques. Saumua, forte de son expertise dans l'effort extrême, pivote vers le marché civil. Le nom qui signifiait artillerie va rapidement devenir le synonyme absolu du fret routier et du poids lourd français. Les premiers moteurs Saumua, destinés au transport civil, impressionnent profondément les mécaniciens de l'époque. Dans les garages de province et les ateliers des grandes entreprises de transport, ouvrir le capot d'un camion Saumua révèle une architecture qui défie les standards automobiles classiques. Le bloc moteur, la structure principale en métal coulé qui contient les cylindres et les pièces centrales du moteur, est d'une épaisseur inouïe,
conçu pour ne jamais se déformer sous la chaleur. À l'intérieur de ce carter massif, le vilebrequin, l'arbre lourd qui transforme le mouvement vertical des pistons en mouvement de rotation vers les roues, est usiné avec des tolérances empruntées à l'industrie ferroviaire. C'est lourd, c'est encombrant, mais cela ne casse pratiquement jamais. Au début des années 1920, la France voit apparaître les premiers tracteurs routiers et camions de fort tonnage arborant fièrement le logo Saumua sur leur calandre massive. Ces véhicules ne battent aucun record de vitesse. Ils évoluent à des allures modestes, le moteur tournant à un régime très bas, martelant l'air d'un son profond, métallique et rythmé qui fait vibrer le sol. Les transporteurs routiers découvrent alors une machine qui peut être lourdement chargée, parfois au-delà des limites recommandées, et qui continue d'avancer, indifférente à la pente ou à l'état désastreux des routes d'après-guerre. Le problème n'était pas seulement d'avoir un moteur fort, c'était de créer un monde autour de lui, un écosystème où l'utilisateur, du chauffeur au patron d'une flotte d'entreprise, pouvait avoir une confiance aveugle dans la fiabilité de son investissement. Les fiches techniques et les manuels d'atelier conservés dans les archives industrielles racontent cette obsession de la robustesse. Les moteurs à 4 cylindres essence et les premiers diesels lourds de l'époque privilégiaient avant tout la stabilité thermique. Le refroidissement liquide, la circulation d'eau autour des cylindres pour éviter la surchauffe, exigeaient des radiateurs massifs pour dissiper la chaleur générée par un effort de traction continu. Les catalogues de pièces de l'époque montrent des composants délibérément surdimensionnés, des bielles épaisses comme des bras humains, des coussinets conçus pour endurer des milliers d'heures de fonctionnement sous pleine charge. Dans une France qui s'industrialise rapidement, posséder un moteur Saumua signifiait posséder un outil de production increvable. Le coût initial était élevé, mais la machine promettait de durer une vie entière. Mais un moteur industriel ne survit pas seul. Il doit s'inscrire dans un système de production et d'assistance solide. Saumua, puissamment adossé au groupe Schneider, bénéficie d'une infrastructure industrielle que pratiquement aucun constructeur de camions indépendant de l'époque ne peut égaler. L'usine de Saint-Ouen n'est pas qu'une simple chaîne de montage de pièces sous-traitées. C'est un complexe autonome tentaculaire où la fonderie et l'usinage de précision, l'assemblage et les bancs d'essai, des installations techniques où l'on fait tourner le moteur à fond pour mesurer sa résistance, cohabitent. Chaque bloc qui quitte l'usine a été testé et poussé à ses limites avant de rejoindre le châssis d'un camion benne, d'un véhicule d'incendie urbain ou plus tard d'un autorail lourd. La presse spécialisée de l'époque cesse de décrire Saumua comme un fabricant d'armes recyclées pour le consacrer comme le maître absolu de la force brute française. Au fur et à mesure que la décennie avance, la réputation de l'usine de Saint-Ouen dépasse le simple monde du fret. La société évolue, les villes s'étendent. Paris en particulier étouffe sous sa propre croissance. Ces vieux omnibus hippomobiles ont définitivement disparu et les premiers autobus motorisés, souvent issus de châssis de camions légers modifiés, se révèlent rapidement insuffisants, capricieux et fragiles face à l'augmentation fulgurante du nombre de passagers. La capitale a désespérément besoin d'une bête de somme urbaine. Elle a besoin d'une machine capable de s'arrêter et de redémarrer sous pleine charge des milliers de fois par jour, chargée de dizaines de travailleurs, tout en naviguant dans un trafic de plus en plus dense, sans surchauffer ni casser sa transmission. L'usine de Saint-Ouen tenait la réponse entre ses murs de briques. La mécanique était prête, testée et éprouvée dans la boue et sur les chantiers. Saumua n'allait pas seulement construire des moteurs de camions industriels, elle allait bientôt dicter le rythme même de la capitale française. L'opportunité qui allait transformer Saumua d'un simple constructeur de véhicules industriels en une icône culturelle française ne se trouvait pas sur les chantiers de province, mais dans les rues pavées et congestionnées de Paris. Au début des années 1930, la Société des transports en commun de la région parisienne, la redoutable STCRP qui deviendra plus tard la RATP, fait face à un défi logistique colossal. La capitale française est un labyrinthe dense et surpeuplé. Les anciens autobus tombent en panne, incapables de supporter les arrêts et redémarrages incessants, le poids écrasant des passagers aux heures de pointe et les pentes raides des quartiers périphériques. La STCRP exige une nouvelle génération de véhicules pour moderniser son réseau. Ils doivent être spacieux, dotés d'une plateforme arrière ouverte
pour faciliter la montée et la descente rapide, et surtout, ils doivent être propulsés par une mécanique infaillible. C'est ici que l'usine de Saint-Ouen impose sa suprématie absolue avec le lancement des légendaires autobus de la série TN, notamment le TN4 à 4 cylindres et le grand TN6 à 6 cylindres. Sous l'imposant capot proéminent de ces géants peints en vert et crème se cachait la quintessence de la philosophie saumois. Ces machines n'étaient pas conçues pour l'élégance aérodynamique ou le silence de fonctionnement. Elles étaient méticuleusement conçues pour la guerre d'usure urbaine. Prenez place virtuellement à côté du chauffeur sur une ligne qui grimpe vers Montmartre. Le bloc massif qui rugit à l'avant est un imposant moteur 4 temps. Un moteur qui organise l'admission, la compression, la combustion et l'échappement en 4 mouvements de pistons distincts. Pour affronter les côtes parisiennes avec 40 passagers à bord, les ingénieurs de Somua n'ont pas cherché la sophistication d'une haute vitesse de pointe, mais la certitude d'une force de traction inépuisable à très bas régime. Les pièces internes sont titanesques. Les soupapes, ces pièces mécaniques qui s'ouvrent et se ferment pour laisser entrer le mélange d'air et de carburant ou évacuer les gaz d'échappement, sont dimensionnées pour ne jamais griller, même après 14 heures de fonctionnement continu dans les embouteillages asphyxiants de la rue de Rivoli. À l'époque, d'autres constructeurs nationaux comme Renault ou Panhard tentaient âprement de dominer ce marché public ultra lucratif. Renault proposait des moteurs reconnus pour leur robustesse, et Panhard défendait encore ses moteurs sans soupape, technologiquement fascinants, mais parfois capricieux en termes de lubrification sous forte charge. Somua a balayé l'hésitation des décideurs publics grâce à une approche d'ingénierie presque brutale. Le moteur Somua ne cherchait pas à être le plus innovant ou le plus léger du marché. Il cherchait à être indestructible. Le carter, l'enveloppe métallique inférieure du moteur qui contient la réserve d'huile pour lubrifier les pièces en mouvement, était coulé dans un alliage si épais qu'il agissait comme un puits de chaleur naturelle, empêchant l'huile de bouillir les jours de canicule estivale, un problème récurrent qui paralysait souvent les moteurs concurrents plus fins. Cette stratégie de la surqualité a créé une ligne de défense impénétrable pour Somua. La marque est devenue le choix par défaut de la STCRP parce qu'elle résolvait le problème le plus coûteux et le plus angoissant des grandes flottes de transport: le temps d'immobilisation en atelier. Dans les vastes dépôts parisiens, comme celui de la rue des Pyrénées ou de Béliard, les mécaniciens en blouse bleue découvraient un moteur pensé spécifiquement pour eux. L'accès aux composants critiques était direct et logique. L'arbre à cames, l'arbre lourd qui commande l'ouverture et la fermeture des soupapes en parfaite synchronisation avec le vilebrequin, était usiné dans un acier d'une telle pureté que les révisions majeures pouvaient être espacées de dizaines de milliers de kilomètres, une éternité mécanique pour le début des années 1930. L'impact culturel de cette percée fut vertigineux. Pendant plus d'une décennie, le son même de Paris, ce grondement grave, profond, vibrant et incroyablement rythmé à chaque feu rouge, fut le son d'un moteur Somua tournant au ralenti. Des milliers de ces autobus quadrillaient la ville, devenant une extension physique de la capitale. Mais la percée de la marque ne s'arrêtait pas aux seules portes de Paris. Fort de ce succès médiatique et industriel retentissant, Somua a décliné ses architectures lourdes pour conquérir le marché national du fret avec la célèbre série des camions JL. Sur les routes nationales chaotiques de la France d'avant-guerre, un routier au volant d'un lourd Somua JA savait immédiatement qu'il pilotait l'élite de la traction routière. Face aux véhicules utilitaires légers dérivés de l'automobile proposé par Peugeot ou aux camions de moyen tonnage de Citroën, le Somua appartenait à une catégorie à part. Il s'adressait aux grandes entreprises de travaux publics, aux brasseurs livrant des fûts par tonnes et aux premiers grands transporteurs de carburant. Le ticket d'entrée financier pour acquérir un châssis motorisé Somua était extrêmement élevé. C'était un investissement lourd pour une entreprise. Mais le retour sur investissement était calculé sur une réalité implacable. Là où un bloc moteur concurrent nécessitait un remplacement complet ou une réfection lourde de sa culasse après 100 000 km sous charge maximale, le bloc Somua semblait sortir tout juste de sa période de rodage. Le réseau de concessionnaires et de succursales d'entretien Somua, puissamment soutenu par l'appareil financier du groupe Schneider, s'est structuré autour de cette promesse d'immortalité mécanique. Ce n'était
pas de simples garages pour voitures de tourisme. C'étaient de véritables ateliers de mécanique lourde, équipés de palans massifs et de ponts roulants capables de soulever des blocs de fonte pesant près d'une tonne. L'industrie française avait trouvé son maître étalon pour les tâches extrêmes. Le succès écrasant des bus TN et des camions JL a cimenté une vérité absolue dans l'esprit des professionnels. La vraie puissance ne se mesure pas en vitesse. Elle se mesure en tonnes déplacées par jour, année après année, sans une seule défaillance. Somua avait imposé son logo partout où le travail était difficile. Le moteur avait appris à la France à reconnaître et à exiger la puissance brute. Mais cette force même, cette obsession de la masse, du surdimensionnement et de l'indépendance technologique deviendrait plus tard le piège de l'entreprise. Au milieu des années 1930, l'usine de Saint-Ouen n'était plus un simple fournisseur industriel. Elle était devenue une institution nationale, une cathédrale de la métallurgie française. À l'intérieur de ce gigantesque complexe de briques et d'acier, la fonderie tournait à un rythme frénétique. L'air y était saturé de l'odeur de l'huile de coupe, du sable de fonderie et du métal chaud. Somua avait atteint ce point rare où un constructeur ne se contente plus de répondre à un marché. Il le définit. Le moteur de Saint-Ouen était devenu la référence absolue par laquelle toute autre force de traction commerciale en France devait être mesurée. Sur les bancs d'essai de l'usine, ces cellules fermées où les moteurs fraîchement assemblés étaient arrimés et forcés de tourner à pleine charge pendant des heures avant d'être validés. Le bruit des gros blocs à 4 et 6 cylindres formait un grondement continu. La production avait atteint des sommets, portés par une confiance aveugle des utilisateurs. Dans la capitale, la STCRP, l'ancêtre direct de la RATP, avait lié son destin mécanique à celui de Somua. Les flottes de bus TN4 et TN6 régnaient en maîtres absolus sur les artères parisiennes. Des quartiers chics de l'Opéra jusqu'aux pentes abruptes de Ménilmontant, le rythme de Paris était dicté par le régime moteur. La vitesse de rotation interne de la mécanique, mesurée en tours par minute, exceptionnellement bas et régulier de ces machines. Ce succès urbain massif a créé un écosystème monumental. Le moteur Somua n'existait pas en vase clos. Il générait un monde de travail autour de lui. Dans les dépôts parisiens, des armées de mécaniciens spécialisés passaient leur nuit à inspecter ces blocs. Les manuels d'atelier, ces lourds classeurs tachés d'huile contenant les instructions précises de réparation, détaillaient des procédures d'entretien pensées pour l'éternité. On ne remplaçait pas un moteur Somua, on le révisait. Le réseau d'assistance fournissait des pièces détachées d'une telle qualité que certains blocs de bus TN ont accumulé des centaines de milliers de kilomètres dans les conditions urbaines les plus destructrices, sans jamais nécessiter un remplacement de la culasse. Mais l'échelle de cette gloire dépassait largement le transport de passagers. Fort de ce monopole urbain de fait, Somua a déployé ses architectures lourdes dans tous les secteurs où la panne n'était pas une option. Les châssis motorisés de Saint-Ouen sont devenus la base des camions de pompiers des grandes métropoles, des véhicules d'enlèvement des ordures ménagères équipés de lourdes bennes compressives et des immenses camions-citernes qui commençaient à ravitailler une France de plus en plus dépendante du pétrole. Sur les routes nationales, face à des concurrents redoutables comme Berliet à Lyon ou Renault à Billancourt, un camion lourd de la série JL imposait un respect immédiat. Les chauffeurs routiers savaient que posséder ce logo sur la calandre garantissait une chose. La machine les ramènerait toujours au dépôt. Dans une France où un moteur pouvait décider du rythme d'une capitale, de l'approvisionnement des provinces, de la sécurité d'un chantier ou de la fierté d'une usine métallurgique, la puissance n'était pas une abstraction. Elle était métal, carburant, travail, chaleur, bruit, entretien, risque, état, industrie et confiance. Somua avait convaincu les flottes d'État et les grands transporteurs privés que le prix d'achat initial, astronomique, était justifié par une ingénierie sans compromis. L'usine produisait ses propres alliages, usinait ses propres pièces de précision, concevait ses propres boîtes de vitesse capables d'encaisser le couple monstrueux de ses moteurs thermiques et refusait catégoriquement de s'abaisser à produire des véhicules légers, grand public. Cette indépendance farouche, soutenue par les capitaux du groupe Schneider, donnait à la marque une aura d'invincibilité. Les ingénieurs de Saint-Ouen croyaient fermement que la qualité absolue et la masse inébranlable triompheraient toujours des considérations purement financières.
Le logo avait trouvé ses fidèles les plus absolus, et les ateliers tournaient à plein régime pour satisfaire une nation en mouvement. Mais l'industrie n'avait pas encore montré la véritable facture de cette intransigeance mécanique. À la fin des années 1930, l'usine de Saint-Ouen n'était plus seulement un centre de production. Elle était devenue une véritable forteresse de l'indépendance industrielle française. Le site s'étendait sur des dizaines d'hectares, employant des milliers d'ouvriers, de fondeurs, de tourneurs et d'ingénieurs. Contrairement à de nombreux constructeurs qui commençaient déjà à sous-traiter la fabrication de leurs composants pour réduire les coûts, Saumua s'accrochait à une philosophie d'intégration totale. Tout, depuis la fusion du métal jusqu'à la conception de l'arbre à cames, naissait sur place. C'était une maîtrise absolue de la matière. L'obsession de la marque pour la durabilité extrême se lisait dans les dimensions mêmes de ses créations. Dans les bureaux d'études, les ingénieurs dessinaient des moteurs avec un alésage, le diamètre intérieur du cylindre, et une course, la distance parcourue par le piston de haut en bas, volontairement immense. Cette architecture permettait de générer une force de traction titanesque sans jamais avoir besoin de faire hurler la mécanique à haut régime. Les métaux utilisés pour couler les culasses, la partie supérieure du moteur qui ferme les cylindres et supporte les plus hautes températures, intégraient des alliages coûteux pour éviter la moindre fissure après des années d'exploitation sous charge maximale. Même l'armée française s'en remit à cette philosophie de la fonte massive pour motoriser ses blindés à la veille de la guerre, une parenthèse militaire qui prouvait la suprématie métallurgique de l'usine, mais la véritable âme de la marque restait farouchement civile. La domination de Saumua était si absolue que la marque déborda des routes pour conquérir les rails. À une époque où les réseaux ferroviaires cherchaient à remplacer la vapeur par des solutions plus flexibles pour les lignes régionales, les moteurs de Saint-Ouen devinrent le choix évident. Des blocs à 6 puis à 8 cylindres furent adaptés pour propulser de lourds autorails. Faire avancer un train de plusieurs dizaines de tonnes exigeait d'un groupe motopropulseur. L'ensemble mécanique comprenant le moteur et la transmission, capable de fonctionner à un régime constant et sous une charge écrasante pendant des centaines de kilomètres sans interruption. Les moteurs Saumua s'acquittaient de cette tâche avec une régularité de métronome. Le grondement sourd de ces blocs résonnait désormais de la gare de l'Est jusqu'aux vallées les plus reculées de la province française. Cette époque marque également la transition magistrale de Saumua vers le gazole. Le moteur diesel, un moteur qui comprime l'air jusqu'à ce que la chaleur extrême enflamme le carburant injecté, sans bougie d'allumage, était la technologie d'avenir pour les charges lourdes. Pour les flottes de camions, c'était la promesse d'une consommation de carburant drastiquement réduite. Les motoristes de Saint-Ouen perfectionnèrent l'injection, le système mécanique de très haute précision qui introduit le carburant dans le cylindre, pour l'adapter à leurs immenses blocs. Le résultat fut une série de moteurs diesel lourds qui refusaient tout simplement de mourir. Dans l'écosystème du transport routier français, posséder un camion diesel Saumua devint un symbole de statut. Dans un garage spécialisé pour poids lourds de la région lyonnaise ou parisienne, l'arrivée d'un châssis Saumua pour une révision n'était pas traitée comme une réparation ordinaire. L'outillage nécessaire pour intervenir sur ces monstres était spécifique. Les mécaniciens devaient utiliser des palans à chaîne pour soulever la culasse, tant son poids défiait la force humaine. Les manuels d'atelier imprimés par l'usine étaient des encyclopédies de la mécanique lourde, détaillant des procédures de réglage d'une précision horlogère pour des pièces pesant plusieurs dizaines de kilos. Le réseau d'assistance de Saumua s'était développé pour garantir que ces machines ne s'arrêtent jamais. Les pièces détachées coûtaient extrêmement cher, mais les patrons des sociétés de transport payaient sans sourciller, car ils savaient que la rentabilité de leur entreprise reposait sur la disponibilité constante de la machine. Un bus de la STCRP immobilisé ou un camion benne en panne sur un chantier coûtait infiniment plus cher qu'une pièce d'origine coulée à Saint-Ouen. La logique économique de l'époque récompensait cette surqualité. À l'aube des années 1940, puis lors de la difficile reconstruction d'après-guerre, le logo Saumua trônait au sommet de la hiérarchie mécanique française. Ses moteurs tournaient dans les rues de Paris, sur les chantiers des grands barrages hydroélectriques, dans les champs agricoles sous forme de tracteurs lourds et sur les rails de la SNCF. La France avait appris à mesurer sa propre puissance industrielle à l'aune de ses blocs de fonte inébranlables.
Le paradoxe tragique était que cette perfection technique allait devenir l'instrument de sa propre perte. Somua avait construit un empire fondé sur l'idée qu'un moteur devait être éternel, massif et fabriqué indépendamment, sans compromis sur les coûts. La machine, elle, était prête à tourner 1 million de kilomètres de plus. Mais le système français autour d'elle commençait déjà à céder sous la pression d'un monde nouveau, un marché qui ne voulait plus payer pour l'éternité. La première fissure ne fut pas mécanique. Dans l'histoire de l'usine de Saint-Ouen, un bloc moteur ne se brisait pratiquement jamais de lui-même. La première véritable faille n'apparut pas dans la fonderie en fumée, ni sous le capot brûlant d'un autobus de la STCRP coincé sur une pente de Montmartre. Elle apparut silencieusement sur le bureau d'un comptable, dans les locaux d'une entreprise de transport de province, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La France de 1945 était un pays en ruine. Il fallait tout reconstruire. Déblayer les gravats, rebâtir les ponts, refaire les routes, relancer les usines. La demande pour des véhicules industriels lourds était astronomique. En théorie, c'était le scénario parfait pour une marque dont l'identité entière reposait sur la force brute et la longévité. L'usine Somua ralluma ses fourneaux, convaincue que la nation exigerait de nouveau l'immortalité mécanique. Mais le monde avait subtilement changé. L'urgence n'était plus d'avoir un outil qui durerait 50 ans. L'urgence absolue était d'avoir un outil disponible immédiatement, en grand nombre et surtout abordable. Le problème fondamental des moteurs Somua commença à se révéler, le poids. Pour garantir cette robustesse légendaire qui avait fait sa gloire, les ingénieurs avaient toujours privilégié l'épaisseur des matériaux. Mais ce surdimensionnement avait un impact direct sur le rapport poids-puissance, la relation mathématique et physique entre la masse totale de la machine et la force réelle qu'elle peut déployer pour avancer. Chaque kilo d'alliage lourd coulé dans le carter pour le rendre virtuellement indestructible était un kilo de charge utile qu'un transporteur ne pouvait pas facturer à son client. Dans les cours des entreprises de fret routier, le calcul économique changea radicalement. Un patron de flotte regardait les catalogues des constructeurs d'après-guerre et réalisait une vérité cruelle. Un camion Somua JL flambant neuf coûtait une fortune colossale à l'achat. Son moteur, tournant à un régime très bas, consommait une quantité massive de carburant simplement pour déplacer sa propre architecture avant même d'avoir tiré la moindre tonne de marchandises. Le moteur fonctionnait encore parfaitement. Le marché autour de lui avait changé. Les concurrents français, comme Berliet à Lyon ou Unique, mais aussi les nouvelles flottes de camions américains laissés par l'armée alliée, proposaient désormais des moteurs plus légers et plus nerveux. Ces blocs concurrents n'étaient pas conçus pour durer un siècle. Ils étaient conçus pour être rentables. Ils devaient durer 5 ou 10 ans, puis être remplacés. Ce fut un choc culturel et philosophique profond pour les mécaniciens formés à l'école de Saint-Ouen. Dans les garages agréés du réseau Somua, les chefs d'atelier voyaient des clients historiques, autrefois d'une loyauté aveugle, commencer à hésiter. Le concept même du coût total de possession, l'addition du prix d'achat initial, des frais d'entretien réguliers et de la consommation de carburant sur toute la durée de vie du véhicule, se retournait contre l'excellence de la marque. Les transporteurs préféraient désormais acheter 3 camions concurrents moins chers, quitte à devoir remplacer les moteurs plus rapidement, plutôt que d'immobiliser un capital immense dans un seul monstre mécanique parisien. À cette pression économique des clients s'ajouta une force systémique encore plus implacable, l'État français. L'industrie automobile nationale sortait du conflit mondial totalement exsangue, fragmentée en une multitude de petits constructeurs indépendants. En 1945, le gouvernement impose le Plan Ponce, un vaste programme d'État autoritaire visant à rationaliser, encadrer et restructurer toute la production nationale. L'idée de Paul-Marie Pont était d'éliminer la concurrence interne inutile et de forcer les constructeurs à se concentrer sur des segments spécifiques pour produire en grande série. L'État ne voulait plus d'artisans de la métallurgie lourde produisant de petites séries prestigieuses et extrêmement coûteuses. L'État réclamait de la standardisation européenne. Sous le plan Pont, l'environnement réglementaire se durcit. Les processus d'homologation, les procédures administratives et techniques strictes par lesquelles un véhicule est officiellement autorisé à circuler sur les routes publiques, favorisaient désormais les modèles qui s'inscrivaient dans une logique de production rationnelle et économique. Somua
avec ses architectures mécaniques uniques, ses boîtes de vitesse usinées sur mesure et son refus du compromis, se retrouvait brutalement à contre-courant de la nouvelle histoire industrielle de la France. La marque fut cantonnée par l'administration à des quotas stricts dans la seule catégorie des très gros tonnages, limitant drastiquement ses perspectives de croissance commerciale et l'enfermant dans une niche de plus en plus étroite. Pour survivre dans ce monde modernisé, Somua aurait dû concevoir une toute nouvelle génération de moteurs. Des blocs plus compacts, des diesels plus légers, tournant à des régimes plus élevés, adaptés à une économie de la vitesse et des flux tendus plutôt qu'à une économie de l'éternité. Mais un tel virage technologique exigeait des investissements financiers abyssaux. Le bureau d'études, le département stratégique secret, où les ingénieurs conçoivent, dessinent et testent les futurs modèles sur le papier, manquait cruellement des budgets nécessaires pour repartir d'une page blanche. Le groupe Schneider, la puissante maison mère métallurgique, commençait à s'interroger sérieusement sur la rentabilité à long terme de sa branche véhicules industriels face aux besoins massifs et plus lucratifs de la reconstruction ferroviaire et énergétique du pays. L'usine de Saint-Ouen se retrouva prise au piège de sa propre légende d'indestructibilité. Le réseau d'assistance continuait de fournir avec fierté des pièces détachées d'une qualité irréprochable pour les milliers d'autobus TN et de camions qui quadrillaient encore le pays. Dans les rues de Paris, le son profond, rythmé et métallique des moteurs Somua résonnait toujours avec la même assurance. Mais dans les carnets de commandes de l'usine, les chiffres chutaient inexorablement. Les concessionnaires de province voyaient leurs marges s'éroder mois après mois face à une concurrence plus pragmatique. L'entreprise ne perdait pas sur le terrain de la qualité, elle perdait sur le terrain de la viabilité financière. Le bloc était encore solide, majestueux même. La machine fonctionnait encore. L'économie, elle, ne suivait plus. Au début des années 1950, l'hémorragie financière devint impossible à ignorer pour les actionnaires. Le groupe Schneider, jadis si fier de son fleuron mécanique, se lassa de combler les déficits d'une branche poids lourd qui dévorait ses capitaux pour des volumes de vente en chute libre. La France n'était plus un marché d'artisans métallurgistes, prêts à payer pour l'éternité. Elle devenait un marché de production de masse extrêmement concurrentiel. Le 23 septembre 1955, le destin de l'usine de Saint-Ouen fut scellé dans un bureau, loin du bruit métallique des forges et de l'odeur d'huile chaude des bancs d'essai. L'État et la réalité économique de la guerre des prix imposèrent une brutale fusion, le regroupement légal et financier de plusieurs entreprises concurrentes pour créer un groupe capable de survivre. Somua fut contrainte de s'unir avec Latil, un constructeur spécialisé dans les tracteurs, et avec la division des véhicules industriels de la puissante régie nationale, Renault. Ce mariage forcé donna naissance à un nouveau géant bureaucratique, la SAVIEM, la Société anonyme de véhicules industriels et d'équipements mécaniques. Pour les ouvriers, les fondeurs et les ingénieurs de Saint-Ouen, cette signature n'était pas une alliance stratégique, c'était une capitulation culturelle. Le principe même d'une fusion industrielle d'après-guerre reposait sur la rationalisation impitoyable des coûts. Le nouveau directoire de la SAVIEM n'avait absolument aucune intention de maintenir 3 bureaux d'études distincts, 3 réseaux de concessionnaires et 3 architectures de moteurs concurrentes. La loi du partage de plateformes, l'utilisation d'une même base technique et mécanique par plusieurs modèles pour réduire les frais de conception et de production, balaya l'ancienne philosophie d'indépendance de la marque. Les immenses blocs moteurs coulés chez Somua et ces forteresses de fonte conçues pour défier les décennies furent immédiatement placés sur la liste noire de la nouvelle direction. Les comptables de la SAVIEM firent leurs calculs. Fondre et usiner un Vilebrequin ou un Carter avec les tolérances massives de Somua coûtait beaucoup trop cher face aux nouvelles normes du marché. La décision tomba. Les chaînes de fabrication des gros moteurs spécifiques à Somua furent condamnées. Saviem allait privilégier des motorisations plus modernes, plus légères, tournant à un régime moteur plus élevé, souvent issu des usines Renault, ou plus tard, d'accords technologiques européens avec le motoriste allemand MAN. Le choc dans le réseau d'assistance fut profond. Dans les grands garages de province dédiés aux poids lourds, les mécaniciens virent arriver les nouvelles directives. Les lourds catalogues de pièces spécifiques à Somua, qui détaillaient chaque boulon d'une mécanique pensée pour ne jamais casser, cessèrent d'être mis à jour.
les concessionnaires historiques durent démonter leurs anciennes enseignes en métal lourd pour accrocher le nouveau panneau Saviem. C'était un exemple parfait de dilution de marque, l'affaiblissement mortel d'un nom industriel quand le logo reste brièvement, mais que l'usine, le produit original et la promesse mécanique disparaissent totalement. Pendant une brève période de transition, pour ne pas effrayer les grandes flottes de transporteurs qui ne juraient que par la robustesse parisienne, certains véhicules portèrent un badge de compromis, Saviem LRS, Latil Renault Saumua. Mais très vite, les lettres LRS s'effacèrent des moulages en plastique et du marketing. Puis le nom Saumua fut définitivement gommé des calandres, des enjoliveurs et des couvercles de culasse. Dans les rues de Paris, la RATP continua de faire rouler et d'entretenir ces vieux bus de la série TN. Les mécaniciens des dépôts chérissaient ces moteurs qui refusaient obstinément de mourir, usinant parfois eux-mêmes des pièces de rechange dans leurs ateliers lorsque les stocks d'usines de la Saviem commencèrent à s'épuiser. Mais tout le monde savait qu'il n'y aurait plus jamais de nouveaux véhicules portant ce nom. La force brute de Saint-Ouen avait été vaincue par la feuille de calcul. L'usine d'origine vit ses activités redéployées, fragmentées, puis absorbées dans des restructurations successives qui mèneraient plus tard à l'empire Renault Trucks. L'obsession de la masse éternelle n'avait plus sa place dans la France des Trente Glorieuses. L'atelier comprenait la machine, mais la nouvelle industrie ne comprenait plus que la plateforme. Le bloc en fonte était indestructible. Le modèle économique ne l'était pas. Les commandes ralentirent. L'État força le marché. Le groupe fusionna. Les usines perdirent leurs lignes. Le partage de plateformes effaça l'identité. Le nom fut retiré des calandres. Le logo disparut. La machine fonctionnait encore. Le monde qu'il avait créé n'existait plus. Aujourd'hui, le nom de Saumua a presque totalement disparu de la mémoire collective française. La marque n'a pas survécu, même à l'état de simple badge sur une calandre, contrairement à certains de ses anciens concurrents. L'entité Saviem, qui avait avalé l'usine de Saint-Ouen en 1955 pour rationaliser ses coûts, a elle-même fini par être absorbée en 1978 pour former Renault Véhicules Industriels. Ce nouveau géant, mu par les mêmes impératifs de rentabilité et de partage de plateformes à l'échelle européenne, est ensuite passé sous le contrôle du groupe suédois Volvo au début des années 2000. Dans cette succession vertigineuse d'acquisitions, de fusions et de restructurations mondiales, l'identité métallurgique, farouche et indépendante de Saumua a été méticuleusement effacée des registres corporatifs. L'immense complexe industriel de Saint-Ouen, autrefois le cœur palpitant de la machinerie lourde de la capitale, n'est plus qu'un fantôme urbain. Les gigantesques forges où coulaient les carters indestructibles et les vastes halls où hurlaient les bancs d'essai ont été démolis. Le site a été balayé par la désindustrialisation de la petite couronne parisienne, remplacé par des écoquartiers résidentiels, des parcs paysagers et des immeubles de bureaux en verre. Sur les terres où des milliers d'ouvriers usinaient des vilebrequins d'une précision ferroviaire dans la chaleur et le bruit, on n'entend plus aujourd'hui que le silence d'une économie de service. Le lien physique entre la ville et sa capacité à produire la force brute a été définitivement rompu. Pourtant, il existe une note de bas de page surprenante dans cette histoire de disparition. Longtemps après que la Saviem a ordonné l'arrêt de la production des gros blocs parisiens, les moteurs Saumua ont continué de travailler, cachés dans l'ombre. Parce que ces moteurs thermiques avaient été conçus sans le moindre compromis sur la durabilité, de nombreux blocs furent récupérés à la fin de leur vie routière pour être convertis en moteurs industriels statiques. Dans les années 1970 et même 1980, alors que le logo avait disparu depuis des décennies, d'anciens diesels Saumua continuaient de tourner silencieusement au fond des cales de péniche sur la Seine, où entraînaient des génératrices de secours dans de vieilles usines de province. L'entreprise était morte, mais son métal refusait de céder. Aujourd'hui, l'héritage de la marque ne survit plus que grâce à un réseau obstiné de restaurateurs, de collectionneurs de poids lourds et d'associations de sauvegarde du patrimoine. Pour ces passionnés, trouver une pièce détachée d'origine est devenu une quête archéologique. Le réseau d'assistance officielle ayant été démantelé il y a plus d'un demi-siècle, il n'y a plus de magasins d'usine. Les mécaniciens qui s'attaquent à la révision d'un bus TN ou d'un camion JL doivent fouiller dans les vieilles casses automobiles spécialisées,
traquer des catalogues de pièces jaunies dans les bourses d'échange, ou se résoudre à usiner eux-mêmes les composants manquants. Les vieux manuels d'atelier, tachés d'huile et annotés par des générations de mécaniciens de la RATP ou de transporteurs, sont conservés comme des textes sacrés. Ils sont la seule preuve écrite d'une époque où l'on apprenait aux hommes à réparer la matière plutôt qu'à la remplacer. Ce dévouement absolu envers une marque morte depuis 70 ans n'est pas seulement de la nostalgie. Un énorme bloc moteur Saumua, exposé dans un musée de transports urbains ou reconstruit avec acharnement dans un garage associatif, est un argument physique lourd de plusieurs centaines de kilos. Il témoigne d'une époque où la France industrielle croyait qu'une machine devait être bâtie pour l'éternité. Il prouve que l'industrie française a, un jour, maîtrisé une forme de puissance absolue, sans se soucier des économies d'échelle, du rapport poids-puissance ou de l'obsolescence programmée. Ce qui a disparu avec Saumua, ce n'est pas simplement un constructeur de camions ou de bus. C'est une philosophie entière de l'industrie. La fin de l'usine de Saint-Ouen a marqué le moment exact où la France a compris que la robustesse infinie était devenue un défaut commercial. Le pays n'a pas cessé d'avoir besoin de camions pour livrer ses marchandises, ni d'autobus pour transporter ses citoyens. Mais il a cessé d'exiger que ces machines soient éternelles. La puissance est devenue un produit de consommation, standardisé, régulé, certifié, partagé entre plusieurs marques et finalement jetable. L'éternité mécanique avait un prix que le marché moderne a refusé de payer. Mais quelque part dans un hangar associatif de la grande banlieue parisienne, un immense bloc moteur à 6 cylindres repose encore sur de lourdes cales de bois, son carter en fonte marqué par le temps, ses énormes soupapes immobiles sous l'épaisse culasse, attendant patiemment de faire résonner un bruit sourd et indestructible que la France d'aujourd'hui n'a plus besoin d'entendre. À la prochaine Eurostorm.